Bonjour, je suis Delphine Poublan de SOS Professionnel et aujourd'hui je reçois Soumaya Belloucine qui est psychologue et qui va nous parler d'épuisement professionnel. Bonjour Soumaya. Bonjour Delphine. C'est vraiment un honneur de t'avoir aujourd'hui parce que tu viens d'emménager à Val-David. Merci de me recevoir, oui. Oui, une bonne nouvelle pour la population des Laurentides. Donc tu es psychologue et propriétaire d'une clinique à Longueuil et maintenant tu offres aussi des séances de psychothérapie à distance. Oui, en télépratique. D'accord. Et est-ce que tu peux raconter à nos auditeurs qui ne te connaissent pas beaucoup pourquoi tu as choisi la psychologie? En fait, ça a été une rencontre, c'était un peu un hasard. J'étais partie pour m'inscrire et faire des études en orthophonie. Et ça demande, je faisais mes études en France à ce moment-là, donc ça demande de faire un concours d'entrée avant de rentrer dans l'école d'orthophonie. Et le temps de préparation de ce concours, pendant la première année, je m'étais inscrite à l'université en attendant pour pouvoir bénéficier du statut étudiant. Et je m'étais inscrite en psychologie. Et en fait, ça a été un coup de cœur. J'ai adoré. C'est drôle parce qu'à l'époque, je suis surtout rentrée par la psychologie sociale, donc plus des expériences vraiment de psychologie sociale qui m'avaient passionnée. Et j'ai préféré continuer en psychologie et laisser l'orthophonie de côté. Et j'ai vu sur ton site web que tu pratiques l'approche intégrative. Alors moi, je t'avoue que j'y connais rien en psychologie, je suis vraiment novice, mais j'entends beaucoup parler de la santé intégrative. Tu sais, l'équilibre peut-être santé physique, santé psychologique, santé spirituelle. En tout cas, je connais pas vraiment, mais toi, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi l'approche intégrative? En fait, en psychologie, il y a plusieurs grands courants théoriques aussi qui sous-tendent différentes approches en psychothérapie. Et par exemple, l'approche psychodynamique qui est issue des théories psychanalytiques, l'approche cognitivo-comportementale, humaniste, systémique. Et souvent, ce qui se passe, c'est que même si on a été formé plus spécifiquement à une approche en particulier ou qu'on a étudié plus dans une approche, avec l'expérience, avec les formations qu'on prend au fur et à mesure du temps, on va développer aussi, utiliser d'autres outils. Donc, même si on est par exemple d'approche cognitivo-comportementale, on peut aller chercher des outils de l'approche humaniste, etc., etc. Donc, souvent, ce qu'on va appeler l'approche intégrative, ce sont des professionnels, des psychologues qui vont utiliser des outils de diverses approches dans leur pratique, qui va être adaptée aux patients, aux clients qu'ils rencontrent. Donc, c'est un petit peu différent de l'approche holistique, si je comprends, l'approche intégrative, ouais? Oui, ce qu'on appelle en psychologie d'approche intégrative, c'est d'utiliser des outils de différentes orientations. Parce qu'il me semblait que le terme santé intégrative, qui est vraiment à la mode, je ne sais pas si tu le vois passer, il y a des congrès de santé intégrative, etc. Mon feeling, c'était que c'était vraiment lié au fait que plusieurs professionnels de plusieurs domaines aussi discutent entre eux du cas d'un patient, si on peut dire. Oui. Alors là, effectivement, ça concerne pas juste le psychologue avec sa pratique et son orientation théorique, c'est qu'on peut avoir effectivement des approches qui combinent différents professionnels, qui vont travailler ensemble autour d'un client ou qui vont offrir des services en même temps. À un patient ou un client. Je dis client-patient parce que dans le privé, on va souvent appeler les personnes des clients, tandis que dans le secteur public, on va les appeler des patients. Souvent. Comme, tu sais, j'ai fondé SOS Professionnel, je regarde beaucoup les études, je regarde qu'est-ce qui se passe au niveau de la santé psychologique des Québécois, globalement. Puis récemment, je suis tombée sur 2 études vraiment pertinentes. Il y en a une étude qui est celle de l'Observatoire sur la santé et le mieux-être au travail. Elle a été réalisée entre 2019 et 2021, mais elle est encore en cours là pour 5 ans au total. Et il y a 90 milieux de travail qui ont participé. Et ce qu'ils constatent, c'est qu'un peu plus d'1 personne sur 3 rapporte des problèmes de santé psychologique. Donc là, on parle des travailleurs, tu vois, 1 sur 3. Puis, je m'intéresse aussi beaucoup aux jeunes, surtout au niveau post-secondaire, parce que c'est eux le terreau fertile pour devenir des professionnels. Une enquête de l'Université de Sherbrooke mentionne que près de 3 fois plus de jeunes au secondaire ont une santé mentale passable ou mauvaise en 2022.
Tu vois, c'est 28% en 2022 et en 2020, c'était 11%. Donc, on constate vraiment une augmentation, selon moi, de la détresse psychologique dans la société. Puis, il y a des gens qui disent la détresse psychologique, c'est la nouvelle maladie du siècle. Toi, dans ta pratique, qu'est-ce que tu constates? Ce que beaucoup de psychologues ont constaté, c'est qu'il y a eu une augmentation fulgurante des demandes pendant ces dernières années. Depuis la pandémie, les mesures sanitaires, il y a eu tellement d'instabilité dans tout ce qui s'est passé, les fermetures, enfin toute une perte de repères qui est venue beaucoup solliciter en fait les capacités adaptatives, mais de façon même très difficile parce qu'on n'avait jamais de vision à moyen terme même. On avait souvent une vision à court terme, on savait que dans les 3 prochains mois ça pouvait être ça, mais après... Donc, et tout aussi les changements que ça a amené au niveau de la société, les changements au niveau de nos habitudes. Donc, il y a eu énormément de tensions, il y a eu énormément de difficultés et on a vu une augmentation intense des demandes. Avant, on savait que le secteur public, depuis des années, il y avait des demandes et des listes d'attente. Mais ce qu'on a vu vraiment depuis 2020 et 2021, c'est une augmentation aussi très importante au niveau du secteur privé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, réussir à avoir un rendez-vous avec un psychologue, par exemple, il y a souvent des listes d'attente, souvent des refus, des personnes qui ont fermé leur liste d'attente. C'est aussi un parcours du combattant. Et ça, c'est difficile. Toi, tu as fermé ta liste aussi de patients? Oui. Oui, à un moment, oui, parce qu'en fait, c'était aussi une recommandation même de ne pas nous afficher comme ayant des disponibilités, parce que quand quelqu'un cherche et qu'il se retrouve à appeler 15 professionnels et que les 15 disent non, j'ai pas de place, ou voire même des fois étaient débordés, ne répondaient pas, ben ça laisse la personne dans un état de détresse en fait. Et ça aussi, ça amène un découragement en plus pour la personne qui cherche des services, qui a besoin de services. C'est très décourageant et ça augmente le sentiment de détresse, de sentiment de solitude, de pas pouvoir être entendu, de pas pouvoir avoir une prise en charge adaptée. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil par rapport au chemin le plus rapide pour trouver justement quelqu'un qui cherche un soutien psychologique et de manière un petit peu urgente, je te dirais? Oui, alors si c'est vraiment au niveau psychologique, donc déjà, il y a toujours le CLSC de secteur. Appelez toujours son CLSC de secteur parce qu'ils peuvent orienter quand même. Et dans le secteur public, la priorisation est faite aussi selon l'intensité du besoin. Ce qui n'est pas le cas souvent, ce qui est moins le cas au privé. Et après, l'ordre a quand même fait des recommandations et je pense que le message est pas mal passé auprès des professionnels, justement de ne pas s'afficher dans le système de référence, c'est-à-dire le bottin des professionnels, de l'ordre des psychologues par exemple, pour que quand on n'a plus de place, on n'apparaisse pas comme psychologue disponible. Donc ce qui fait que normalement, ceux qui sont affichés, qui apparaissent au niveau du bottin, devraient avoir des disponibilités. Il y a aussi le fait qu'il y a d'autres professionnels. La pandémie a permis d'ouvrir et de faire connaître d'autres professionnels qui gravitent aussi dans le soin et la santé mentale, comme par exemple des psychoéducateurs, comme des psychothérapeutes, mais non psychologues, parce que l'ordre va chapeauter et vérifier le permis d'exercice de la psychothérapie. Et donc, il y a d'autres professionnels, comme des travailleurs sociaux, comme des psychoéducateurs, comme des sexologues, qui peuvent avoir un permis de psychothérapie aussi. Donc là, on passe par le site web de l'ordre des psychologues, s'il y a un bottin. Puis, il faut voir aussi, par exemple, des jeunes, les référer aussi dans les écoles secondaires, au cégep. Il y a des services de soutien aussi de santé. Donc, il peut y avoir des rencontres ponctuelles qui sont offertes à ce niveau-là et donc qui peuvent aider quand même à soulager momentanément et en attendant d'avoir d'autres services. Oui, je te pose la question parce que dans nos membres, nos bénéficiaires d'activités, il y a des professionnels qui sont encore en emploi puis qui ont accès aux services aux employés. Mais il y en a aussi, tu sais, qui ont épuisé leur séance, il y en a qui ont quitté, il y en a qui sont en congé maladie puis qui ont peut-être le goût de prendre une petite distance aussi avec le service aux employés. Donc, c'est toujours important de savoir comment trouver de l'aide quand on en a besoin. Donc, ça nous éclaire. Merci. Chez notre clientèle, nous, c'est beaucoup le burn-out qu'on constate, l'épuisement professionnel. On dit que c'est la nouvelle maladie du siècle, comme je te disais tantôt, puis que c'était comme une antichambre d'une maladie mentale. Or, moi, je le vois vraiment pas comme une maladie. C'est le burn-out, tu vas m'éclairer là, mais ma vision à moi, c'est que c'est pas forcément c'est pas une dépression diagnostiquée. Moi, ce que je constate, c'est que ça davantage souvent un manque de sens, une perte de sens dans le travail, dans la vocation,
un manque de reconnaissance aussi de la part de ses collègues, ses employés, comme un bris de confiance par rapport au milieu de travail qui se crée. Donc, je ne sais pas toi si tu peux nous éclairer par rapport à c'est quoi le burn-out, l'épuisement professionnel. Je suis pas une spécialiste de l'épuisement professionnel et du burn-out. En psychiatrie, en psychologie, dans le diagnostic psychologique, c'est pas quelque chose, c'est pas un diagnostic reconnu, le burn-out, l'épuisement professionnel. Au niveau de la psychiatrie et du diagnostic psychologique, on va appeler ça un trouble d'adaptation, en fait. En fait, il rentre dans la catégorie des troubles d'adaptation qui peut être plus vaste. Hein. Le trouble d'adaptation, c'est par rapport à un stresseur reconnu, un ou des stresseurs reconnus, et il y a une souffrance importante ressentie ou un dysfonctionnement au niveau du fonctionnement social, du fonctionnement professionnel, hein, du fonctionnement global de la personne. Donc, il peut y avoir aussi une dépression. Hein, je veux dire, un épuisement professionnel peut aussi mener aussi à un moment un burn-out, à une dépression sévère. C'est-à-dire, là, ici, il y a des critères bien définis de c'est quoi un épisode dépressif majeur. Hein. C'est pas incompatible. Après, t'évoquais le manque de sens, la non-reconnaissance. Ben, la non-reconnaissance, le manque de sens sont effectivement des facteurs prédisposants, finalement, à l'épuisement professionnel. Ça peut être aussi un milieu toxique de travail, ça peut être une charge de travail vraiment trop importante. Il peut y avoir aussi des conditions, par exemple, si la personne souffre d'un trouble de personnalité, d'autres qui peuvent venir fragiliser la personne dans son milieu de travail, dans son fonctionnement aussi. Est-ce que tu dirais qu'il y a des facteurs prédisposants ou tout le monde personne n'est à l'abri de ça? Faut pas être alarmiste, mais il peut y avoir des facteurs prédisposants, comme je disais, par exemple, un trouble de personnalité. La personne qui a déjà vécu, par exemple, je sais pas, une situation difficile au travail, dans son précédent travail, puis là, arrive là, puis je sais pas, elle veut se donner à 110% parce qu'elle veut absolument réussir ce travail-là, puis ben, c'est sûr, là, on est en train de créer peut-être des conditions qui sont plus propices ou qui augmentent le facteur de risque. Donc, on va plutôt parler de facteur de risque. Comme si, du moment que tu prends ton travail énormément à cœur, tu deviens plus à risque. Est-ce que toi, ça t'est arrivé, par exemple? J'ai déjà vécu des situations proches de l'épuisement, effectivement. C'était une combinaison de facteurs. C'était aussi un moment dans ma vie où, justement, je partais à la clinique. Donc, tout le côté entrepreneurial qui venait aussi s'ajouter à la tâche. C'est sûr que comme travail comme psychologue, hein, comme aidant, on travaille avec la souffrance humaine. Donc, plus on se fragilise, nous, plus on est sensible et on va rentrer en résonance finalement de façon un petit peu plus peut-être personnelle avec cette souffrance humaine-là aussi. Certaines personnes aussi qui peuvent avoir des situations dans lesquelles on peut plus s'amener à se reconnaître. Donc c'est sûr que tout ça, ce sont des facteurs de risque aussi. Donc là, comme aidant, évidemment, vu que notre rôle c'est d'aider, c'est de bien reconnaître nos propres besoins pour pouvoir de nouveau aider les autres, hein, de pas rester dans cet entre-deux-là. C'est important d'agir à ce moment-là. Oui. En tant qu'individu, tu sais, il y a des individus qui se posent davantage la question sur l'existence humaine, justement, sur le fait d'aider les autres, qui sont plus sensibles, je dirais, à la souffrance humaine, comme tu le mentionnais. Puis, moi, je me compte parmi ces gens-là, parce que depuis toute petite, je voulais faire de l'humanitaire pour aller aider les autres, contrer l'injustice entre les pays du Nord, les pays du Sud, etc. Et puis très jeune, comme certains ados, j'ai me posé beaucoup de questions sur l'existence humaine et c'est quoi le sens de la vie, etc. Donc, tu étais une jeune en santé, c'est bien. Bon, c'est normal. Oui, oui. J'ai des ados aussi, donc merci de me donner des cues après la séance. Tu sais, je viens d'Europe, puis en Europe, il y a le mouvement existentialiste qui est très connu avec Albert Camus, Jean-Paul Sartre, qui est toute une mouvance justement de questionnement sur l'existence, l'absurdité de l'existence, etc. Et puis plus récemment, moi j'ai lu des choses sur le bouddhisme, sur d'autres cultures, et j'ai découvert que, tu sais, ça se rejoint beaucoup, toutes ces questions de souffrance. Donc j'avais le goût de t'apporter 2 citations pour voir un petit peu, toi, ton regard de psychologue par rapport à ça. Donc on a Albert Camus parler de ce que tous connaissent et de la réalité qui nous est commune. Par exemple, la mer, les pluies, le besoin, le désir, la lutte contre la mort, c'est ça qui nous réunit. Les rêves changent avec les hommes, mais la réalité du monde est notre partie commune. D'accord? Tu sais, il parle vraiment du fait que c'est quoi notre essence, dans le fond, c'est ça l'existentialisme. Puis Chogyam Trungpa, qui est un bouddhiste
très reconnu, qui a écrit beaucoup de livres. Donc là, c'est Le mythe de la liberté. Je sais pas si tu l'as lu, mais moi, j'aime beaucoup ce genre de livre-là. Donc, il parle du fait que nous commençons notre voyage spirituel en posant des questions, en doutant de nos fabrications. Une incertitude continuelle prévaut quant à ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, ce qui est du bonheur, ce qui est du malheur. Nous faisons cette expérience d'instant en instant, d'année en année, au cours de notre vie. Nous continuons à poser des questions qui aigrissent, qui pourrissent. Lui est très pessimiste. La souffrance s'intensifie au fur et à mesure que les questions deviennent plus solides et les réponses plus évasives. Lorsque nous vieillissons, nous commençons d'une façon ou d'une autre à demander quel est le sens de la vie. On pourrait dire, qu'est-ce qui n'est pas le sens de la vie? Tout est vie. Donc je te passe la suite du livre, pour ceux qui voudront lire, c'est vraiment très intéressant. Moi, je me demandais pour toi, comment tu vois ça, cette souffrance existentielle, puis la part d'acceptation, la part de résilience, on en parle beaucoup en ce moment, dans le processus de guérison ou C'est vaste Oui, comme question, c'est très profond. Écoute, à froid, un petit peu comme ça, c'est sûr que ce qui me vient, c'est la quête de sens, c'est ce qui nous appartient comme humains. Hein. On est dans une quête de sens, et faire du sens, ça peut avoir un aspect guérisseur, en fait. Donc, se poser des questions, pour moi, je travaille comme psychologue, hein, donc le travail de la pensée, mais une pensée qui amène justement une élévation de la pensée, c'est-à-dire d'avoir des questions importantes sur le sens de la vie, sur notre rôle, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis ici. Et ben, pour moi, ce sont des questions essentielles. Hein. On parlait de l'existentialisme et de les balayer ou de se dire ben non, c'est pas important d'y répondre. De toute façon, ces questions-là, on n'a jamais de réponse. Ben, en fait, ça crée de la désespérance. Je dis pas que c'est des questions auxquelles il est facile de répondre, loin de là, mais c'est des questions qui valent la joie de cheminer pour les découvrir et pour élaborer autour de ces questions et avec en même temps beaucoup d'humilité, c'est-à-dire c'est un chemin, hein, c'est un chemin de découverte, c'est un chemin de découverte de soi, de découverte des autres, de découverte de la vie, c'est quoi? Et tu parlais de l'acceptation de la souffrance. Oui, c'est un fait. Si c'est là, c'est là. Après, par contre, la résilience, en tout cas pour moi, la résilience témoigne d'une transcendance. C'est un pas dans la guérison, en fait, ou la guérison, même la résilience. Il y a un aspect vraiment de transcendance de cette souffrance, d'aller plus loin. Hein, dans l'évolution, il y a des choses qui sont souffrantes, mais à un moment, on arrive de l'autre côté, hein, de l'autre côté de l'épreuve, de l'autre côté de cette espèce de traversée qui nous a demandé tant d'efforts, où on a souffert. Puis on arrive de l'autre côté avec, quand on a transcendé justement notre épreuve, avec un plus, avec des facultés renforcées, avec des nouvelles aptitudes, avec des nouvelles compréhensions de la vie, avec... pour moi, c'est comme ça que je travaille, par exemple, le trauma. Entre autres, hein, c'est oui, d'aller chercher du sens là où il n'y a pas de sens dans le trauma. Un événement dramatique, puis la question c'est toujours pourquoi, tu sais, pourquoi ça m'est arrivé. Là, pourquoi ça m'est arrivé, de quoi ça me parle en fait, qu'est-ce qui se passe et j'en fais quoi de ça finalement. J'en fais quoi de cette espèce de béance de souffrance dans ma vie, de cette espèce de trou noir qui absorbe en fait, comment je fais pour aller au-delà de ça. Et au départ, ça paraît totalement irréalisable, mais c'est bien là le chemin. Puis dans notre société, je sais pas si tu serais d'accord avec moi, mais je trouve qu'on nie beaucoup ces questions-là. Il y a comme, on met une grosse couverture sur la souffrance, on veut que tout soit beau, toujours être positif, optimiste, etc. Donc c'est d'autant plus difficile pour les gens qui la ressentent, qui ont peut-être du mal à en parler dans leur vie de tous les jours. Donc il y a aussi ce côté d'être écouté par des gens comme toi. On est dans une société du paraître, beaucoup. Hein, le Instagram, Pinterest, Facebook, on est dans le paraître. Donc c'est sûr que de montrer, on montre ce qui va bien. Hein. C'est donc alors nommer les souffrances ou avoir le temps d'écouter. On est dans une société aussi qui aime pas beaucoup dire je ne sais pas. Je ne sais pas encore. En fait, c'est bien là la vraie réponse, c'est je ne sais pas encore. Donc ce temps-là, ces efforts-là, c'est vrai que ça reste souffrant pendant ce temps de cheminement, d'élaboration, de quête de sens, de guérison, de travail à s'extraire de ça, mais
c'est bien là que c'est important, mais c'est sûr que c'est un moment difficile et non, on n'aime pas trop ça. Ben non, on n'aime pas trop la souffrance. Pour moi, c'est même le je ne sais pas. Tu sais, tu dis je ne sais pas encore, mais Gandhi a une phrase très connue. La vie est un mystère à vivre et non un problème à résoudre. Dans nos sociétés occidentales, on veut tout le temps résoudre avec le centre intellectuel. Finalement, c'est peut-être juste un mystère à vivre. Des fois, il n'y en a pas de réponse, non? Pour l'instant. Pour l'instant. C'est bien ça l'évolution. Enfin, moi, je pars de là. C'est que, pour l'instant, qui suis-je pour dire qu'il n'y aura jamais de réponse? Ouais. Toi, tu es là aussi pour donner de l'espoir, je dirais, aussi. Mais en tout cas, pour amener cet aspect d'ouverture, d'ouverture, effectivement, au-delà de moi, quelque chose existe. J'aime bien, c'était une collègue qui m'avait montré ça, des petits tests que je fais avec des clients des fois pour leur montrer. C'est tu sais, les tests où tu mets des petits points sur une feuille, puis tu dis que tu dois aller relier tous les points avec X nombre de traits sans lever le crayon. Tu sais, évidemment qu'il y a un truc derrière ça, mais souvent c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Puis c'est pas possible, ou ça m'énerve, ou ben non, c'est pas possible. Donc évidemment, je finis par leur montrer c'est quoi le truc. Et puis il y en a un, et effectivement, on arrive en sortant du carré, d'aller plus loin, etc. Donc pour moi, la leçon de ça, enfin, un des aspects que ça montre, toutes les solutions ne sont pas dans ma tête. Hein, j'ai pas accès à toutes les solutions dans ma tête, et c'est pas parce que c'est pas dans ma tête que ça n'existe pas. Donc souvent je leur dis pars avec, mets-le toi sur le frigidaire, parce que des fois moi la première, quand on est dans des problèmes et qu'on voit pas la solution, on a tendance à désespérer, à dire j'y arriverai pas ou c'est pas possible. Hein, donc vivre un sentiment d'impuissance, et en fait attends sont en quête en fait. Être en quête, c'est pour moi une notion extrêmement importante en psychologie. Sois en quête. Et ton cerveau, lui, en arrière, tu sais, quand tu cherches un mot, là, tu cherches un mot, tu le trouves pas. Tu le trouves pas, non. Quand tu veux le trouver, tu le trouves pas. Et puis là, tu fais d'autres choses. Puis une heure après, tu le trouves, ton mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si tu n'en étais pas consciente, en arrière de ça, ton cerveau, lui, il a continué à chercher. Donc, quand tu es dans un processus de quête, tu ne vois pas la solution. Mais ton cerveau, lui, en arrière, il continue à chercher. Et il se met à être alerte aussi à des pistes de solutions, des choses qui se passent dans ta vie que peut-être tu n'aurais pas fait attention autrement. Donc, voilà, moi, j'aime beaucoup travailler avec ça parce que, oui, il y en a des processus. Donc, sortir de la boîte, là, moi, je le connais, ce petit jeu avec les points. C'est vraiment sortir du cadre. Qui permet de trouver la solution. Sortir du cadre, et toutes les solutions ne sont pas forcément dans ma tête, et c'est pas pour ça qu'elles n'existent pas. Tu sais, ça me fait vraiment penser à ces professionnels-là qui ont comme une identité professionnelle, auxquels ils sont quand même très attachés. Une infirmière, un enseignant, une psychologue. C'est un habit dans la société, puis un habit valorisant, donc il y a quand même un attachement. Puis quand la personne frappe un mur, ça craque. La personnalité liée à cette identité sociale, en fait, commence à craqueler. Et c'est là où il faut sortir du cadre quelque part, parce que la société nous met dans une espèce de boîte où un professionnel ça doit ressembler à ça doit porter la misère du monde, ça doit être optimiste, joyeux, etc. Mais quand la personne commence à toucher la souffrance elle-même, ça craque. La semaine dernière, j'avais une réunion avec plusieurs professionnels. Ils me parlaient du sentiment d'appartenance. Que quand tu fais partie d'un emploi, puis que tu as ton habit sociétal, tu appartiens à ça. Mais quand ça commence à craqueler, tu te dis, enfin eux en tout cas vivent une espèce de perte de leur communauté, perte de leur tribu quelque part. Donc selon ces professionnels que je consultais, ils me disaient, faut qu'ils retrouvent un sentiment d'appartenance, qu'ils sentent qu'ils sont écoutés, peut-être par des pairs qui ont vécu la même chose, des pères qui ont eux aussi vécu un burn-out, des pères qui ont eux aussi vécu une dépression, une réorientation, peu importe. Parfois, ils ont besoin d'un psychologue, d'un spécialiste. Parfois, c'est simplement une oreille empathique, quelqu'un qui va être là pas pour conseiller, mais pour considérer, apporter de la considération, de la valoriser que oui, tu vis ça, puis c'est difficile. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi, du soutien par les pairs et le sentiment d'appartenance? Je pense que tu parles d'une chose très importante qui est aussi la disponibilité. Être disponible. On a des rythmes de vie intenses, des habitudes de vie aussi. C'est quoi être disponible pour l'autre?
Ça rentre pas dans ta routine, ça rentre pas dans ton cadre peut-être de comment tu avais prévu ta journée. Mais se mettre à l'écoute, c'est aussi une disponibilité. C'est comme faire silence en soi finalement pour accueillir, pour effectivement ne pas être dans le jugement, ne pas être dans la solution tout de suite. Souvent, de voir quelqu'un en souffrance nous amène, je veux dire, tu parlais de l'empathie finalement tout à l'heure, tu disais ressentir la souffrance des autres, on parle de l'empathie, cette capacité qu'on a qui est fabuleuse de pouvoir un petit peu toucher ce que l'autre va ressentir, de se mettre à sa place, c'est quelque chose de très important, qui nous permet de faire du lien, qui nous permet d'être à l'écoute de quelqu'un d'autre que nous, de nous-mêmes. Être empathique, des fois, fait que tu vas ressentir aussi une certaine souffrance. Et tu vas te retrouver en mode solution. Parce que tu vas vouloir que ça s'arrête. Et donc, selon qu'est-ce que toi, comment tu es, tu vas tout de suite proposer à l'autre, mais tu devrais faire ci, ou tu pourrais faire ça, mais non, allez, vas-y, c'est rien, ça va passer, t'inquiète. Donc, on va avoir comme ça un discours rassurant, mais qui en fait est pour venir pouvoir apaiser et vouloir que la situation passe le plus vite possible. Souvent, quand il y a une détresse, quand il y a une souffrance, la première chose à faire, c'est juste l'accueil. C'est constater qu'est-ce qui est là. Déjà, qu'est-ce qui est présent, comment ça s'exprime. Puis après l'accueil, il y a l'aspect aussi de la consolation. Un enfant dont les parents vont tout de suite être en mode solution, qui vont pas accueillir, quelque part, ça dénie la possibilité de pouvoir vivre ça. Et que ça a de la valeur aussi ce qu'on vit. En tout cas, c'est comme ça. Mais non, c'est rien. Oh, c'est pas si grave. Quelque part, ça vient comme ça, de dire je devrais pas. Donc, des fois, on voit des adultes qui ont eu des parents comme ça en étant enfants et qui ne se permettent pas, pour qui c'est pas quelque chose, c'est pas bien en fait. On n'a pas le droit de ressentir quelque chose. Donc, il y a l'aspect de la consolation aussi. Donc, j'accueille, je console. Ensuite, je rassure. Et oui, il y a des situations, peut-être tu as déjà vécu des choses comme ça, ou c'est quoi les autres fois, comment ça s'est passé, ça va être circonscrit dans le temps, regarde, c'est peut-être pas si grave parce qu'il y a ça qui se passe. Enfin, tu vois, d'amener, là, quand on est dans la rassurance, on amène des fois des nuances, on amène d'autres points de vue peut-être, ou d'autres paramètres que la personne voit pas. Donc, toujours avec délicatesse aussi, de voir qu'est-ce qu'elle peut entendre à ce moment-là. Puis après, il y a aussi le support pour la mise en action, pour changer les choses. Et ça, donc, c'est après. D'abord, accueil, consolation, écoute. Accueil. Puis avant accueil, il y a même sortir du déni, tu l'as nommé. Je pense que pour ces professionnels-là, c'est un acte de courage, d'avoir la lucidité, de se dire, mon habit professionnel est en train de craquer. Tu sais, il y a une part de courage, c'est beaucoup plus courageux que de faire du déni, de mettre tout sous le tapis. On sait que ça peut aussi les rattraper, ça peut nous rattraper. Si on ignore nos émotions, ce qu'on ressent. Là, dans le travail individuel, ce qu'il faut aller voir, c'est effectivement qu'est-ce qui a occasionné le déni. Pourquoi? J'appelle ça des champs morts, finalement, des angles morts. Des fois, la personne, elle sait qu'il y a quelque chose qui se passe, mais voilà, elle veut pas aller là, mais parce qu'il y a des peurs, en fait. Comme tu dis, ça demande peut-être que je prenne un congé maladie, je peux pas me permettre ça, je peux pas me permettre ça parce que je peux pas me permettre une baisse de salaire, par exemple, je peux pas, comment vont me voir mes collègues, ou alors il y a trop de travail, si je peux pas me permettre de laisser tomber le travail. Donc, qu'est-ce qui génère cet angle mort, qu'est-ce qui génère cette part de déni, de je veux pas aller voir là? Et qui fait que je continue finalement au lieu d'avoir toute cette possibilité et ce champ à 180 degrés de solutions possibles, on va dire, de A à Z, et là, il y a tout d'un coup un champ qu'on tasse. Donc finalement, on se retrouve déjà avec moins de solutions possibles, moins de voies possibles. Donc, et là, c'est ce qu'on va aller faire en fait, c'est qu'on va aller travailler, c'est quoi ces angles-là. Qu'est-ce qu'on voulait pas aller voir parce que ça faisait peur et pourquoi ça faisait peur. Et donc là, on va aller travailler sur ces conceptions, ces idées qui peuvent venir de l'éducation, qui peuvent venir d'expériences précédentes dans la vie, qui peuvent venir d'où ça vient, pourquoi c'est là, comment ça a empêché de fonctionner, qu'est-ce que ça a amené. Donc toute l'analyse finalement qu'il y a eu autour de cette difficulté et comment faire autrement pour la prochaine fois. Donc donner des pistes de solutions pour les prochaines fois et permettre de se sortir de ça. Puis
je pense de nos jours, c'est encore assez tabou dans la société, tu sais, la santé mentale qui dévie un peu, je dirais, parce que la santé mentale, c'est un concept positif. Hein, c'est comme la santé physique, la santé... Donc, quand on parle de perte de la santé mentale, c'est là où il commence à y avoir une problématique peut-être que la personne vit. Mais on en parle de plus en plus, mais c'est encore pas mal tabou. Et toi, tu disais qu'il y a un manque de psychologues, peut-être parfois un manque de ressources extérieures. Moi, ce que je constate aussi dans les organismes communautaires qui existent, etc., il y a de plus en plus d'outils en ligne, des outils d'autogestion, etc. Donc, quelqu'un qui commence à sentir qu'il est un petit peu, qui perd son équilibre, va pouvoir aller chercher ces outils-là. Donc, je pense notamment à Relief, qui a un extraordinaire outil d'autogestion. Toi, mettons, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui sent qu'il perd son équilibre, mais qui veut pas forcément rentrer dans un accompagnement de long terme, etc. Est-ce que tu aurais des petits trucs ou toi, qu'est-ce que tu utilises dans tes thérapies pour les aider à prendre conscience puis à se prendre en main? Ça va toujours dépendre de l'intensité, en fait, évidemment. C'est sûr que quelqu'un qui est à risque, qui développe des idées noires, des idéations suicidaires, passives, par exemple, on est quand même dans une autre prise en charge là que quelqu'un qui se demande « Oh, est-ce que je continuerai à faire le même travail parce que j'y trouve moins de sens Hein, donc, c'est un petit peu vaste. Donc, il y a une gradation. C'est sûr qu'il y a toujours le questionnement de se demander de quoi j'ose pas parler. Qu'est-ce qui me ferait peur? Qu'est-ce qui me fait honte si j'en parle? Est-ce que c'est la honte? Est-ce que c'est de la culpabilité? C'est de voir à qui... Et admettons, si je devais en parler à quelqu'un, ça pourrait être à qui? Déjà dans l'entourage. Hein, parce que beaucoup de gens isolés n'osent même pas en parler à leur conjoint, par exemple. Donc, peut-être déjà dans l'entourage proche. Ils sont pas prêts, admettons, à consulter un professionnel de la santé. Il y a aussi les lignes d'écoute. C'est important, les lignes d'écoute. Les gens sont là, ils sont pas là pour juger. C'est leur métier, ils ont l'habitude. Et ne serait-ce que de décrocher le téléphone amène déjà un décollement de soi. Hein, un décollement de cette espèce de vision en silo, des fois qu'on a quand on est pris dans sa propre souffrance. Là, on décroche le téléphone pour en parler à quelqu'un. Donc oui, l'aspect de communiquer à quelqu'un de sa souffrance, c'est comme de la sortir un petit peu de soi, là. Comme la mettre au centre, là. Tu vois, dans une discussion. Se désidentifier aussi, comme c'est pas moi qui ai un problème, c'est comme un symptôme. Oui, ça peut être ça, ça peut être tiens, je vis ça dans ma vie, ça me définit pas. Ça ne me définit pas. Mais des fois, la souffrance peut être tellement envahissante, peut être tellement importante qu'on se sent défini par la souffrance et qu'on a l'impression d'être juste une boule de souffrance. D'où la vision en silo dont je parlais tantôt et qui peut aller très loin jusqu'à des idéations suicidaires finalement, parce qu'on souffre tellement que c'est comme une espèce de fausse solution quelque part. C'est ça qui va arrêter la souffrance finalement, le passage à l'acte suicidaire ou l'idéation suicidaire. C'est une façon de dire ok, j'en peux plus, j'abrège. Mais évidemment que elle est irrémédiable, elle n'est pas adaptée non plus, en fait. Donc, l'important, c'est d'aller déjà d'ouvrir, hein, de décoller un petit peu, comme tu disais. J'entends ce que tu dis, qu'il faut vraiment regarder à quel niveau on se situe. Mettons, toi, quand tu sens qu'une personne peut se prendre en main, quels outils tu leur conseils ou quel petit... Quelqu'un qui me consulterait, par exemple? Oui, comment tu les amènes à se reprendre en main ou à retrouver l'équilibre? Je te dirais, c'est comme quand il y a une perte d'équilibre, puis comme pour retrouver l'équilibre. Moi, je travaille juste en individuel, donc tout va dépendre vraiment de la personne. On va passer déjà par l'analyse, hein, déjà connaître qui c'est cette personne, moi, qui j'ai en face de moi, c'est quoi son tempérament, par exemple? Est-ce que c'est quelqu'un qui confronte beaucoup les choses? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin d'y aller beaucoup en douceur, qui a besoin de beaucoup comprendre, analyser les choses ou de passer à l'action, parce que selon notre tempérament, on n'a pas la même façon d'appréhender les événements, on n'a pas envie d'aller de la même façon vers le mouvement, vers changer les choses. Donc déjà, j'ai qui en face de moi? Et parce que évidemment, il y a des personnes, par exemple, pour donner un apaisement temporaire durant le travail, je peux proposer de la pleine conscience, de la méditation, d'aller au spa. Il y en a d'autres, ils vont me dire « Ah mais non, mais Soumaïa, ça marche pas du tout, moi j'ai besoin de... » Et il y en a d'autres. Et ben oui, il y en a d'autres, ils vont avoir besoin de courir, par exemple. On n'a pas le même tempérament. Donc ça, c'est très, très important d'apprendre à se connaître et moi, de connaître qui j'ai en face de moi. Ensuite, il y a l'analyse de la situation. Donc l'analyse de la situation, j'avais appris ça par une psychiatre avec qui j'avais travaillé. Elle analysait les 4 P. Les prédisposants, vraiment. Le précipitant, c'est-à-dire qu'est-ce qui a amené la situation de crise, les perpétuants, qu'est-ce qui maintient la crise, qu'est-ce qui maintient cette situation de fragilité, et aussi les facteurs protecteurs.
Donc, pour avoir un petit peu une idée de qu'est-ce que vit la personne, dans quoi elle est prise finalement. Et moi, j'ajoute un P aussi qui peut être les projections, c'est-à-dire dans le futur, c'est quoi qu'elle voudrait. Un peu finalement son fonctionnement adaptatif souhaité. De comment, au lieu de vivre ça comme ça, qu'est-ce qu'elle aimerait, vers quoi elle souhaiterait cheminer finalement son objectif. Donc de là va dépendre, va découler plusieurs outils différents, plusieurs façons de faire différentes. C'est parce que souvent il y a des personnes qui vont prendre ce que j'appelle des vacances, mais qui sont des congés maladie déguisés. C'est-à-dire qu'ils vont arriver en vacances épuisés. Ah oui. Et finalement, la semaine ou les 2 semaines de vacances qu'ils vont avoir, ils vont juste essayer de récupérer. Ben ça, je suis désolée, mais c'est un arrêt maladie déguisé. Ouais. Donc, le but, c'est d'apprendre à se connaître aussi dans son rythme annuel. C'est quand qu'on a tendance à être fatigué, à tomber malade, par exemple. On attrape des virus, on est moins bien, on est épuisé. Il y a des personnes qui sont très sensibles à la dépression saisonnière, donc du mois de octobre, novembre ou février, par exemple. C'est les 2 pics de dépression saisonnière. Ben, des fois, est-ce qu'on peut prévoir des vacances un petit peu avant ce moment-là? Justement, là, ce serait des vacances qui permettent une récupération, qui permettent vraiment un retour à l'équilibre, de recharger ses batteries et qui vont permettre de passer au travers, par exemple, tout l'automne-hiver. Ou alors, si c'est pas possible de poser une semaine de vacances, une journée peut-être en plus de certaines fins de semaine ou d'avoir des activités qui sont récupératrices pour la personne. Cette personne, on analyse avec elle, c'est quoi des activités récupératrices pour elle? Donc, ça va dépendre de chacun. Donc, de regarder un petit peu chacun, se responsabiliser, puis regarder c'est quoi que je vis dans mes cycles, etc. Oui, se connaître en fait, apprendre à se connaître. Okay. C'est très pertinent. Moi, ça me fait penser, tu sais, quand tu parles de la dépression saisonnière en novembre, c'est aussi peut-être un contre-coup de la rentrée qui est tout le temps très exigeante, surtout quand tu as des enfants ou même toi, j'imagine, à l'été, c'est comme plus calme, non? Ta pratique? Oui, ben c'est sûr qu'on le sait, il y a plusieurs facteurs à la dépression saisonnière. Il y a l'aspect vraiment tout simplement de la luminosité, de l'ensoleillement dans la journée. Donc, à l'automne, ça baisse beaucoup. Il peut y avoir, comme tu dis, la rentrée qui est très exigeante. C'est sûr, en plus, au Québec, vous avez des saisons très longues sans vacances. Donc, de la rentrée qui est fin août jusqu'aux vacances de Noël, souvent, il n'y a rien. Il y a la fête du travail et puis il y a l'Action de grâce. La rentrée est même dans le mois d'août, alors qu'en Europe, c'est plus en septembre. Et il y a des vacances. Des fois, c'est fin août maintenant, je pense aussi. Je ne sais plus, ça fait longtemps que j'ai quitté l'Europe, enfin la France du moins. Mais c'est ça, donc c'est long, c'est exigeant. Les températures dropent beaucoup. Donc, il y a toute cette adaptation aussi du corps à la température extérieure. Il y a la nature qui, elle, extérieurement meurt aussi. Donc, comment ne pas s'identifier? Parce que sinon, on va avoir envie juste de s'enterrer chez soi et de rester chez soi. Donc, il y a un petit peu tout ça aussi, tous ces cycles-là à connaître aussi. Ouais. Très intéressant. Ça me fait penser à la relation de l'humain dans la nature. On ne peut pas le séparer de la nature. L'humain, c'est la nature. Ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Il fait partie de la nature, l'humain. On est aussi la nature. Oui, tout à fait. On est lié à tous ces paramètres extérieurs qu'on a tendance à oublier, mais on est interreliés entre humains puis avec la nature. Et qu'on peut aussi maîtriser certains aspects en soi. Donc, c'est pas une fatalité. Après, il y a mettre du sens aussi sur qu'est-ce qu'on veut, pourquoi. Pourquoi on voudrait ça. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Soumaya. Ça fait plaisir. Extrêmement riche. Je te souhaite une belle installation à Val-David. On est chanceux que tu sois là, en espérant que tu ouvres quelques consultations pour la population locale. Ça devrait, oui. Donc, merci encore. Et puis, ce sera un plaisir de te revoir dans nos activités ou ailleurs. C'est un plaisir. Puis merci pour ton association, Delphine, celle que tu as créée avec d'autres personnes. C'est vraiment précieux. Merci. À bientôt. À bientôt.